Depuis 5 ans, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs. Cuisiner ensemble, c'est avant tout aller à la rencontre des autres, de leur culture, de leur paysage et bien sûr des produits de nos régions. Après autant de kilomètres, je reste persuadée que bien manger est le lien le plus naturel et le plus universel entre les hommes, même si l'on constate d'une maison à l'autre qu'il n'existe jamais deux versions identiques de nos plats les plus populaires. Faut-il précuire les pommes de terre du gratin dauphinois? Peut-on réussir une véritable pizza à l'italienne sans four à bois? Ou encore, comment garder le moelleux de la chair du poulet tout en le rendant croustillant à l'extérieur? Autant de questions auxquelles nous allons répondre avec Thierry Marx, chef étoilé et cuisinier engagé socialement, et Raphaël Aumont, chimiste culinaire. Voilà un café frappé. On frappe, on mange. Donc c'est vraiment de la science appliquée à la cuisine. Bonjour, vous aimez les desserts? J'imagine que la réponse est oui. En tout cas, il y a peu de familles en France où l'on n'aime pas les douceurs en fin de repas. Cela fait vraiment partie de notre tradition, de notre culture. Mais ça n'est pas d'un dessert à proprement dit dont nous allons vous parler, mais plutôt de biscuits qui sont pour bon nombre d'entre eux le point de départ de délicieux desserts. Que serait la bûche de Noël sans la génoise, l'opéra sans son biscuit Joconde, ou encore le tiramisu sans les biscuits à la cuillère? Et bien avec Thierry et Raphaël, on va cuisiner toutes sortes de biscuits pour vous faire découvrir plusieurs desserts. Mais avant cela, nous irons chercher des farines bien particulières en Bretagne, au moulin de Kerviollet. La farine c'est bien, mais il faut aussi du beurre pour faire de bons biscuits. Et c'est en Bretagne que je vous emmènerai le chercher, chez un éleveur que vous connaissez probablement, Cédric Briand. C'est un éleveur de vaches bretonnes, Pie Noir, et c'est une star depuis que sa vache Fine, c'est son nom, a été la mascotte du dernier salon de l'agriculture où je me suis rendue. Plus au sud, je vous emmènerai goûter les échaudés, l'ancêtre du craquelin. L'échaudé est cuit 2 fois, c'est donc un bis cuit selon l'étymologie, mais sa particularité est que l'une des cuissons est obtenue par immersion dans l'eau bouillante, et c'est de là que vient son nom, l'échaudé. Quand on les sort du four, on est les seuls à les entendre chanter. Et puis on vous réserve une jolie surprise avec une réalisation incroyable de gâteaux en biscuits. Marie utilise tous les biscuits que l'on connaît, les petits beurres, les sablés bretons, les langues de chat, pour réaliser une maison à faire pâlir Hansel et Gretel, vous vous souvenez? Tout est dans le détail. C'est du travail, mais je suis contente. Alors faire une maison comme ça, c'est un défi. Allez maintenant direction ma cuisine pour accrocher à notre carte les plus beaux biscuits de France. Bonjour, bonjour. Vous avez bien fait de venir, aujourd'hui c'est la journée des douceurs. Et on va vous éclairer sur quelques spécialités régionales, des biscuits plus ou moins connus, voire des biscuits étrangers même. Et on va proposer un dessert à base de biscuits. On n'a pas cherché longtemps avant de trouver probablement ce qui est votre dessert favori, en tout cas c'est le mien, le tiramisu. Et comme c'est la saison des fraises, eh ben le nôtre sera aux fraises. Mais finalement, qui a inventé le biscuit le premier ? Le petit biscuit a une grande et longue histoire. Ce sont les Grecs, 5 siècles avant Jésus-Christ, qui donnent naissance au biscuit en se spécialisant dans les petits pains qu'ils appellent les dipyres, traduisés en grec ancien par « deux cuissons ». Les Grecs importent ce savoir-faire à Rome et rapidement, le biscuit devient l'alimentation de base des légions romaines en campagne. Les Gaulois sont à leur tour séduits par cet aliment de conserve facile à trimballer. Au Moyen-Âge, la cuisson au four se généralise et donne aux biscuits leurs atours actuels. Et grâce aux épices rapportées des croisades, ils se parfument de cannelle ou d'anis. Malgré tout, le biscuit reste principalement un aliment de grands voyageurs, marins ou pèlerins en raffole. Ce n'est qu'à partir du XVIe siècle que les boulangers ajoutent de l'œuf et du sucre et que le biscuit devient gourmand. Les Français peuvent d'ailleurs remercier les pâtissiers florentins de Catherine de Médicis qui ont apporté à la cour de France le fameux biscuit à la cuillère. Au siècle suivant, le biscuit devient créatif et toutes les audaces pâtissières sont permises. Sucré ou salé, parfumé à la vanille, au café, au chocolat et même fourré à la confiture, aux fruits frais ou secs. Et en 1653, le pâtissier François de La Varenne codifie leur préparation en conseillant le travail au ruban, qui consiste à faire mousser le mélange de sucre et d'œuf pour donner un biscuit encore plus moelleux.
Le biscuit n'échappe pas à l'ère industrielle et au 19e siècle, les fabriques s'installent à proximité des grands ports de l'Atlantique pour les besoins de la marine marchande. Se répand ainsi sur tout le territoire une infinité de variétés jusqu'ici très régionales, telles les sablés, les petits beurres ou encore les boudoirs, qui ne sont autres que les descendants directs des fameux biscuits à la cuillère de Catherine de Médicis. Alors, les fraises, on va commencer par le coulis de fraises. Enfin, moi je fais une sorte de compotée très légèrement sucrée dans laquelle je vais ensuite, une fois refroidie, tremper mes biscuits à la place du café. Ouais, j'arrive, quelle pression! Ça va les blousons noirs? On nous parle de biscuits. On poirote. Ça va bien. Ben oui, et ça va très bien. J'étais en train de d'évoquer mon tiramisu aux fraises, mais pour faire le tiramisu, il me faut un biscuit à la cuillère. Et comme on va dresser, parce que je trouve ça plus joli dans des assiettes, je me dis que ce serait mieux qu'on fasse nous-mêmes le biscuit à la cuillère, parce qu'en plus, je crois que c'est pas si compliqué que ça. Non. Et là, je m'adresse au pâtissier. Et ensuite, comme ça, on pourra découper à l'emporte-pièce exactement la forme qu'il nous faut. Exactement. Évidemment, à la maison, si vous n'avez pas le courage, le temps ou les ingrédients pour faire le biscuit à la cuillère, on peut les acheter aussi. C'est quand même meilleur quand c'est fait maison. Oui, bien sûr. Et puis on peut aussi les aromatiser un peu mieux. On Oui, peut c'est se faire ça. plaisir. Et c'est vraiment pas compliqué. Alors, on va commencer par clarifier les œufs. Séparer les blancs des jaunes. Exactement. Alors moi, je t'ai rapporté une farine du Finistère, un moulin qui, je te conseille d'y aller, qui va te faire rêver. C'est dans un petit vallon à quelques kilomètres de la mer, dans la baie de Douarnenez. C'est fait à l'ancienne avec des meules de pierre. Le bâtiment est d'une beauté époustouflante et surtout, ils ont, grâce à l'activité du moulin, sauvegardé le bâtiment. Et ça, c'est formidable. J'ai donc pris ma petite Micheline pour me rendre dans le Finistère, ce bout du monde baigné par la mer d'Iroise, qui a compté jusqu'à plus de 3000 moulins avant l'industrialisation de la production de farine. Aujourd'hui, les moulins en activité, comme celui de Kerriolet, se comptent sur les doigts d'une main. C'est Benoît Loriou, 3e génération de meunier, qui a redonné vie à ce lieu charmant, niché au fond d'un vallon, au bord d'une rivière, à quelques mètres de la mer. Là, je dévie l'eau. Voilà, donc la roue va se remplir d'eau et va démarrer. On a créé à l'époque de la construction du moulin en 1868 une chute d'eau d'environ 8 mètres qui a permis de poser cette grande roue. Cette grande roue se charge d'eau, le déséquilibre de la roue crée de l'énergie qui va être utilisée à l'intérieur donc pour pouvoir faire tourner 2 grosses pierres qu'on appelle les meules et qui vont servir à écraser la farine. Et c'est à l'intérieur du moulin, laissé à l'abandon dans les années 50, que cela se passe. Je suis arrivé ici pour le restaurer en 2008. Donc il a fallu reconstruire la roue, installer toutes ces machines, les engrenages, les meules, etc. Donc j'ai fait ça et puis après je suis resté. D'habitude je bougeais, je me déplaçais de moulin en moulin pour les réparer. Et là je suis resté sur le moulin de Kerriolet pour le faire vivre et le faire tourner. Aujourd'hui, près de 50 kilos de farine en sortent chaque jour. On utilise plusieurs céréales, donc du blé tendre qui servira à faire tout ce qui est pain, pâtisserie, crêpes, etc. Et puis on écrase essentiellement du blé noir qui va servir à faire tout ce qui est galette bretonne. Et toutes les céréales sont produites en Bretagne exclusivement, comme ce blé tendre que Benoît s'apprête à broyer. On vide le grain dans cette trémie. Le grain descend dans un auget, un petit toboggan qui est ici, là, et il va tomber au centre de la meule. Donc le principe des meules, ce sont donc 2 grosses pierres en silex. Il y en a une dessus qui tourne, qu'on voit tourner ici. Alors elle tourne grâce au moulin. Donc cette meule d'1,5 tonne va tourner sur celle qui est fixe dessous. Et c'est le grain entre les 2 pierres qui va être écrasé. On est sur une fabrication très artisanale et surtout très traditionnelle. Pour une simple raison, c'est qu'on utilise la même meule qu'utilisaient les Romains. On l'appelle d'ailleurs la roue romaine, technique délaissée dans les minoteries industrielles au profit des laminoirs. Le fait d'écraser entre 2 grosses pierres fait qu'on va écraser tous les éléments du grain de blé. Donc la farine, bien sûr, qui est l'amidon, l'amande qui est à l'intérieur du grain de blé. On va également écraser la peau du blé, le son, qui va être découpé en fines particules. Alors on arrive à le retirer un petit peu, mais pas tout. Et surtout, on va écraser le germe. Ce qui fait que dans la farine de meule, on va retrouver tous les avantages du germe. Les vitamines, les oligo-éléments.
Le blé écrasé entier est ensuite récupéré par ce système de petits godets qui le remonte et le déverse sur un tamis à l'étage pour séparer le son, à savoir la peau, de la farine. On produit 2 types de farine de blé, la type 80, notre farine contenant 0,81% de matière minérale, et on produit également de la type 150 qui est la farine complète. Une farine moins fine que celle généralement utilisée dans la pâtisserie et les biscuits et pourtant parfaitement adaptée. Cette farine est adaptée au biscuit justement par le fait elle contient le germe, et ce germe va permettre au biscuit de ne pas devenir trop cassant, c'est-à-dire qu'il va garder un peu de moelleux, voilà, et puis surtout au niveau du goût, quoi, et une conservation un petit peu plus longue. Beurre capsicin. C'est vrai que ça fait rêver, on a envie d'aller moudre sa farine soi-même. Oui, puis cette baie de Douarnenez, là, où toutes les marées se sont écrasées un jour, et toutes les tempêtes de l'Atlantique, ça fait C'est pas rêver. des demi-marins là-bas. Hein. C'est pas des demi-marins. hein. Alors, de quoi vas-tu nous parler? Ça t'a inspiré les biscuits? Bien oui, énormément. D'abord, je suis un bec sucré, donc j'adore ça. Voilà. Et ensuite, l'ordre des ingrédients, souvent, est très important en pâtisserie. Parce que, L'ordre par exemple, d'incorporation, tu c'est veux ça. dire. Donc j'ai voulu faire un petit peu le tri. Et regardez, donc je suis parti sur une génoise. Toujours la même recette. Dans un, j'ai vraiment fait la recette classique, c'est-à-dire on va prendre des œufs, on bat avec le sucre, on fait blanchir, et puis on incorpore petit à petit la farine. Donc voilà ce que j'ai obtenu. Pas mal. Là, j'ai pris les mêmes ingrédients, mais j'ai tout mélangé sans précaution. Ah d'accord. Tout mélangé direct, voilà. Donc sucre, œuf, farine, beaucoup. Voilà, Oui, là, mais effectivement, même quantité. c'est moins Et là, fort. on peut regarder d'ailleurs, là, Il n'a c'est- pas développé. il a moins pas développé. Voilà. Il est dense. Et là, c'est encore pire. Là, tu peux blesser quelqu'un. Voilà, c'est ça. C'est une vraie arme de combat. Donc je vous conseille. t'as fait donc- quoi, pardon, alors j'ai c'est pas œuf et farine, œuf et farine et le puis sucre, sucre. après. Alors là, c'est désastreux parce que la farine vient pomper tout de suite l'eau de l'œuf. Intéressant ça. Et puis, Excuse-moi. voilà, mais comme il a des muscles, Thierry va s'en sortir. Donc en fait, pourquoi ça marche bien souvent de faire œuf et sucre? Parce que ça va faire blanchir, c'est-à-dire ça va incorporer de l'air, ça va faire une masse qui va tenir, une mousse, et ensuite on va incorporer petit à petit la farine, la tamiser. Il y a plein de petites bulles de gaz qui sont dedans et qui demandent qu'à se développer dans le four. D'accord. Alors moi, ce que je peux proposer, à la limite, ce serait peut-être de faire aussi les pâtes dans un siphon. Ça permet d'incorporer encore plus de gaz. Tu mets tout d'un coup sans mélanger quoi que ce soit. Enfin, Voilà, on obtient ça. Sauf que comme on a mis des bulles de gaz, cette fois grâce au siphon, eh ben c'est comme si on avait... C'était affranchi de l'action cette du étape. fouet, quoi. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un fouet Incroyable. super puissant, faut pas oublier. Donc ça peut à être une mettre au astuce. frais donc auparavant. hein. On peut mettre au frais. Plus on va mettre au frais un siphon, plus le gaz va se dissoudre dans la pâte. Et donc, il y aura de plus en plus de bulles. Allez, Eh c'est ben, allez parti. coucher le biscuit. Super expérience, hein. J'adore. Alors reprenons la préparation des biscuits à la cuillère avec Thierry, notre as de la pâtisserie. Nous avons clarifié 10 œufs et montons les blancs avec 250 g de sucre. Et ça monte bien même quand on met du sucre au début Ah oui, oui. pour les blancs. Oui, ça Aussi c'est une bien erreur. que s'il y en a Et pas. c'est même une erreur d'ailleurs de mettre d'abord les blancs montés c'est ce qu'on et fait en de verser général. le sucre à la fin. Ah bon? Parce qu'en fait, quand tu vas verser du sucre qui est cristallisé, il a besoin de prendre de l'eau pour se dissoudre. Ah. Et comme il prend l'eau du blanc, ça épaissit la préparation D'accord. et les blancs montent mieux. Avec la mécanique, ça fonctionne. À la main, j'avoue que Ouais. je m'y risquerais pas. Moi, je vais mettre mes petites fraises, 150 g de fraises dans la casserole pour faire mon coulis de fraises. Et on va rajouter un petit peu de sucre, à peu près une cuillère à soupe. Voilà. Regarde les blancs d'œufs. Tu vois, pourtant, Ah oui, j'ai ça a démarré bien au fond. monté, très très bien. Alors, comme Ils sont meringués là un peu. Nous ajoutons maintenant les jaunes d'œufs rapidement battus. avec les jaunes, on va pas s'embêter. Si tu veux que je t'aide? Ouais, J'ai deux mains gauche. Non, mais c'était surtout derrière le plat, ce qui est pas Il a deux évident. mains gauche, ce garçon. Et voilà. Et on fait On incorpore ça rapidement, je suppose. très rapidement. Et c'est pas la peine de chercher à faire un gros mélange. Parce qu'on va donner de nouveau. On va remélanger avec la farine. Et là, je vais vraiment avoir besoin de toi pour faire tomber la farine en pluie. C'est bon? Quick! Oh, que c'est joli. Ce petit jaune canari. Nous intégrons maintenant de la fécule de maïs, environ 50 g, et versons en pluie 250 g de notre farine du moulin breton. T'as le bon rythme. Elles sont bons cette farine, t'as vu? Eh oui. Elle sent vraiment les céréales torréfiées là, ça sent très bon. Allez hop, Bah, super. Alors, t'as on vu achève.
Oui, sur mes cheveux, arrête. Ça tirait bien. eh Ah, ben je t'ai mis plein de farine du coup. Ben oui. Ah, ça fait longtemps que j'avais envie de faire ça, tiens. Vas-y, ça porte bonheur. Alors, regarde. Alors, Quand tu mélanges, le geste, c'est celui-là. Gauche, droite. Gauche, droite, gauche sur droite, droite sur tu gauche. fais tourner d'un côté Et vous vers mélangez la droite et de l'autre côté. sans casser la Parce que masse. tu mélanges pas mal quand même, hein, mais finalement ça retombe pas. Et non. Voilà. Magnifique cette préparation. Je ne sais pas le dire. Et c'est à l'aide d'une poche à douille que nous allons coucher le biscuit sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Alors, on chasse la bulle d'air. Voilà. On colle la feuille. Sinon, la feuille va tomber. Ça va être le tapis volant d'Aladin, c'est ça en fait. Ça va être le tapis volant d'Aladin dans le four. Ça retombe évidemment sur le biscuit. Ça écrase le biscuit, etc., etc. Truc le plus pénible du monde. Alors, voilà. On sent que t'as souffert. Et alors que Thierry réalise les biscuits à la cuillère dans leur forme originelle, à mon tour, je récupère une poche à douille pour confectionner des biscuits ronds, des biscuits que nous rehausserons de sucre glace. Ouais. Ah, dis donc. Arrête. Ouais, pas très régulier quand même. Hein. Ah, si, quand même. Hop, Bah, super. ça ira comme ça. Super. Combien de temps il faut le laisser croûter? Moi, je dis 25 minutes à l'air libre. Oui, c'est important que ça recristallise vraiment, que ça déshydrate un peu le dessus. Ouais. Eh bien, pendant que ça croûte, nous, on va dans ta cuisine Eh oui. pour voir ce que tu fais du biscuit quand tu n'es pas dans ma cuisine. Eh oui. Direction les cuisines du chef, mais cette fois-ci du côté pâtisserie pour une recette de dacquoise à la crème pralinée. Première étape, la préparation du biscuit. Chacun fait un petit peu comme il veut. Moi, j'ai une méthode très simple. C'est les blancs, additionnés de sucre, et je montre le tout ensemble. Je divise mon grammage de sucre en 2 fois. 50% de mon sucre tout de suite dans les blancs d'œufs. J'émulsionne au batteur. Et ensuite, à la fin, je vais rajouter mon sucre. On appelle ça serrer les blancs. Et pour reconnaître la bonne consistance de ces blancs montés, le chef a une astuce. On voit, il fait un petit bec d'oiseau. Là, c'est une très très bonne indication pour se dire que ces blancs, ils sont pas trop montés, ils sont montés juste. Surtout, ils sont serrés. Il incorpore donc la deuxième partie du sucre glace tout doucement. Avec le même tour de main, il ajoute ensuite la farine et le dernier ingrédient, de la poudre de noisette. On l'a torréfié. Moi, j'aime bien l'acheter avec la peau. Peau marron. Donc, je vais la torréfier au four, je vais faire éclater cette peau. Et pour enlever cette peau, je vais prendre un tamis et je vais frotter avec le tamis. Et je vais avoir l'arôme de cette peau torréfiée et de la noisette qui aura un peu bruni, mais qui donnera cette couleur intéressante et surtout cette olfaction qui est intéressante. Et là maintenant, je termine mon mélange de façon extrêmement homogène, les bords, et je coupe par le milieu. L'appareil à biscuits terminé, Thierry Marx en remplit une poche à douille de 6 mm de diamètre. Et on y va. Le chef remplit les cercles de 20 cm de diamètre préalablement tracés sur du papier sulfurisé et finalise ses disques de biscuits en saupoudrant de noisettes concassées. On va mettre au four. 15 minutes à 170 degrés. Souvent, il en reste un peu. Vous pouvez faire des gâteaux secs avec. Toutes les formes sont possibles. Après 10 minutes de cuisson, Thierry Marx saupoudre légèrement de sucre glace pour faire perler le biscuit et obtenir une texture croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur en une seule cuisson. 5-6 minutes encore et ce sera bon. Le chef en profite pour réaliser la deuxième étape de sa recette, la crème pralinée. Là, on va faire une base comme une base de crème pâtissière. Et pour cela, Thierry Marx met le lait et la crème à bouillir d'un côté et blanchit un mélange de jaune d'œuf et de sucre de l'autre. Il y incorpore ensuite de l'amidon de maïs afin de pouvoir faire monter sa crème à haute température. Je vais épaissir et en même temps, je vais pouvoir faire une crème qui va se conserver plus longtemps. Donc, je mélange le tout. Je dilue bien ma préparation. Le tout est de nouveau porté à ébullition et cette fois le chef y incorpore son praliné maison très rapidement au fouet. Si je m'agite un peu, c'est pas que ça prenne au fond de la casserole. Il n'y a rien de pire, en plus quand on a rajouté le praliné, d'avoir ce goût de brûlé en fond de casserole parce que toute la crème aura le goût de brûlé.
Dès que la crème a bien épaissi, elle doit être sortie du feu et refroidie entre 60 et 70 degrés pour pouvoir incorporer le dernier ingrédient, le beurre pommade. Si c'est trop froid, le beurre ne se mélangera pas, il va masser dans la crème. Si c'est trop chaud, il va fondre dans la crème et ça ne nous intéresse pas. La crème pralinée ainsi réalisée est réservée au frais. Après 2 heures de repos pour les biscuits et la crème, le chef peut s'attaquer au montage de sa dacquoise, la 3e et dernière étape. Si vous avez du temps, faites-le la veille pour le lendemain et laissez-le dehors. Il va croûter sur le dessus et l'intérieur restera moelleux. Moi, j'aime bien dans ma dacquoise rajouter une petite pâte de noisette. Comment j'ai fait cette pâte de noisette? Noisette torréfiée, l'écraser au mortier avec un peu de sirop de riz ou un peu de glucose. La crème pralinée est ensuite disposée en petites pointes régulières à la poche à douille. Je ne vais pas chercher à faire de jolies rosaces, je vais juste faire des petites pointes comme ça pour pas avoir un gâteau écœurant. Le chef referme avec un chapeau en biscuit, saupoudre de sucre glace et le tour est joué. On peut le garder 2-3 heures préfet. Il va se réhumidifier, reprendre du moelleux à cœur, mais il gardera son croustillant dessus. Un joli gâteau et un jeu de texture en 3 étapes. Thierry, impressionnant. Oh, c'est bien, ouais. Qu'est-ce que ça a l'air bon, ça? Vous le faites au moins aux 24 heures à l'avance. Si vous faites 48 heures à l'avance, c'est encore mieux. Ah oui. Il faut que ça prenne un peu de rassis. C'est simple, c'est bon et Et on a juste à vous de goûter. Et ça s'appelle donc là ça s'appelle un le dacquois. succès. Un dacquois. Un dacquois. Ah, tu dis Succès. succès. Alors, très bonne question, Julie. J'ai révisé les classiques, monsieur. Le Les bons succès, élèves, c'est ça, pas de la quand poudre de noisette, c'est de la poudre d'amande. Ah, d'accord. C'est la seule différence. Eh oui. Et donc là, c'est la dacquoise. Mais rien que l'odeur, la texture. Ah, il le vend bien. Hein. Ah, je le vends bien. Et alors, vous allez sentir la texture. Croustillant dessus, moelleux, croustillant, moelleux. Non, mais c'est délicieux. Croustille moelleux. Je reconnais que c'est pas trop sucré. Non, c'est vrai que c'est peu sucré. Non. Tu l'as désucré au Et maximum. bien sûr. Je vais l'avoir. Hein. Bonne descente, hein. Non, ça, le Paris-Brest, j'adore ça. Bon, elle te laisse à tes dégustations. Nous, on va voir si c'est croûté ou pas croûté. Bon, pendant Alors. ce temps-là, moi, je vais faire mon petit coulis là, de fraises. Fraises cuites, avec un peu de sucre. Et pour parfaire ce coulis, j'ajoute un peu de sirop de fraise, puis je le laisse refroidir. Il est temps maintenant d'enfourner les biscuits pendant environ 20 minutes dans un four préchauffé à 240. On peut mettre 2 plaques en même temps, on peut les cuire en même temps, ça va pas apporter trop d'humidité. Non, bien sûr, non. Pourquoi tu rajoutes du sucre? Justement, pour que ça perle un peu dessus. Pour nous faire grossir. Et on en met aussi à la sortie du four. Bien, chef. Chef, vous connaissez la Bretagne? Oui, j'adore. La vache pinoire? Oui, bien sûr. Fine. La dernière. Je connais toutes les vaches de Bretagne. Par le pis. Par le pire. Fine, ça vous dit quelque chose? Et oui, c'était la star du Salon de l'Agriculture cette année. Et figurez-vous que Fine et ses copines font d'un très bon beurre. Après ma visite au moulin de Kerriollet, j'ai donc longé la côte sud de la Bretagne jusqu'à Plessé pour rendre visite à une vieille connaissance. Je veux parler de Fine, l'égérie du Salon de l'Agriculture. Son éleveur Cédric Briand m'avait invité à venir les rencontrer au printemps. De retour à la ferme des 7 chemins, Fine a retrouvé ses 55 hectares de pâturage en compagnie de ses 39 acolytes. C'est parti pour toute la journée. Elles vont se remplir la panse d'herbe. Et là, on va avoir un lait très crémeux, jaune. Et jaune parce qu'elle mange le carotène qui est contenu dans la plante. Donc le carotène, c'est un composant de la chlorophylle. Donc plus les vaches mangent de l'herbe, plus elles avalent du carotène. Et donc le beurre derrière sera très jaune. Aujourd'hui, des fois, on invente des artifices pour rendre le beurre plus tartinable, pour enrichir en oméga 3 certaines matières. Il suffit que les vaches mangent de l'herbe. On n'a rien inventé, c'est la nature qui l'a fait pour nous. Afin de rentabiliser l'élevage, la production moyenne de 220 litres de lait journalière est transformée directement sur place en crème, en fromage et en beurre, puis vendue en circuit court à la ferme et aux restaurateurs de la région. Pour faire 5 kg de beurre,
En fait, il nous faut en tout 100 litres de lait. Nous, on va l'écrémer. On va récupérer 10 litres. On utilise un outil très simple qui s'appelle la baratte. On dit qu'on va baratter parce qu'on va secouer très fort la crème. Et quand on secoue très fort la crème fraîche, les globules gras qui sont à l'intérieur, eux, ils vont s'entrechoquer. Et en s'entrechoquant, il y a une petite pellicule qui est tout autour, qui va partir. Et d'un seul coup, c'est de l'électrostatique. Hop, ils vont s'attirer tous d'un coup. On commence à avoir la crème fouettée qui apparaît. Là, c'est la chantilly. On commence à avoir le grain de beurre dedans. Avec de la crème de Bretonne, c'est très très rapide. Hein. Avec d'autres crèmes, ça peut mettre 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Et là, on a de la crème de compète. Et voilà. Et là, on a le lait de beurre avec le beurre. Cédric vide la partie liquide responsable du goût acide et rance du beurre quand il vieillit. Il ne jette cependant pas ce bas beurre. Laissé quelques heures à température, il fermente et se transforme en lait ribot. Donc là, je lave le beurre. Là, on malaxe. Donc en faisant ça, je fais sortir le maximum de bas beurre. Il est lavé. Maintenant, il y a une autre étape qui est très importante aussi, c'est le malaxage. Le beurre est prêt, ou presque. Cédric ajoute de la fleur de sel de Guérande, produite à quelques kilomètres de la ferme. Traditionnel dans la région, le sel permet aussi de conserver le beurre plus longtemps. Voilà. Une fois bien tassé, le beurre doit encore se raffermir au frais pour pouvoir être facilement découpé et enveloppé pour la vente. Avant de partir, je demande une motte à Cédric. Elle va faire le trajet avec moi jusqu'à Pont-Croix dans le Finistère, où nous attend Nelly. Bretonne pure souche au talent de pâtissière reconnu, Nelly va cuisiner les traditionnels sablés bretons avec le bon beurre de Cédric. Nous allons faire la recette des galettes et des palais bretons. Donc je vais utiliser la base d'une pâte à gâteau breton. Dans ma famille, on a toujours considéré que c'était la même pâte. Il y a juste l'épaisseur qui va varier. Nelly verse donc de la farine du moulin de Kerriolé voisin et du sucre. Elle creuse ensuite un puits pour y déverser 3 jaunes d'œufs et le fameux beurre de pie noir. Un beurre bien mou qui va permettre de bien faire le mélange, l'amalgame entre les œufs, la farine, le sucre. Superbe. Je vais couper ma pâte en deux pour pouvoir faire une cuisson sur les palais et une cuisson sur des galettes. Alors pour une galette, je vais essayer de tirer une pâte assez fine, 3-4 mm. Pour donner la forme traditionnelle bretonne à ces galettes, Nelly utilise un emporte-pièce. Déposés sur du papier sulfurisé, les biscuits sont encore dorés au lait. Alors là, j'utilise du lait de pie noir. Et c'est parti pour 10 minutes sur une grille à mi-hauteur dans un four préchauffé à 210 degrés. Nelly met ce temps à profit pour réaliser ses palets avec l'autre moitié de la pâte qu'elle abaisse moins finement, 1 cm d'épaisseur, et en guise d'emporte-pièce un petit verre de 5-6 cm de diamètre. Je vais utiliser mon verre qui me sert vraiment à faire la proportion idéale pour un bon palais. Avant d'enfourner, Nelly ajoute sa signature, quelques coups de fourchette. Le fait de percer la pâte, ça évite au gâteau de gonfler. Au terme de 15 minutes de cuisson, les palets sont prêts à être partagés avec les amis de passage. Et le palais breton, c'est un des rares biscuits qui contient du beurre, parce qu'on se rend compte finalement que les biscuits traditionnels, les biscuits de chaque région, contiennent assez peu de beurre, parce que ça les empêchait de pouvoir être conservés. Conservé, c'est régressif le palais. C'est délicieux. Et tout à l'heure, on va recevoir Kevin qui, dans sa maison du biscuit du côté du Cotentin, en fait des drôlement bons aussi. Pas des rétro satanas. Tu vois comme tu es. Mais non, c'est bon, c'est des bons gras. Oui, bien sûr, c'est des bons gras. Et si on commençait à préparer notre appareil à tiramisu? Allez, on y va. Thierry, tu peux me trancher ces fraises? Bien sûr, Alors, bien sûr. J'en fais des lamelles, donc dans la longueur de la fraise d'un demi-centimètre. Entendu, comme si, ouais, voilà, d'accord. Voilà, juste les émincer.
Je prépare maintenant mon appareil à tiramisu en battant 2 jaunes d'œufs avec du sucre pour les blanchir. Et notre chef, toujours sur le coup, récupère les biscuits fin cuits qu'il couvre à nouveau d'une couche de sucre glace. En fait, j'utilise très peu de sucre pour cette recette. 50 g de sucre pour 400 g de mascarpone. Et je trouve que ça suffit largement parce que mon sirop de fraise étant légèrement sucré. Donc, Alors, qu'est-ce qui se passe justement, Raphaël? Souvent, on dit que lorsqu'on bat, comme je le fais là, des jaunes avec du sucre, on cuit les jaunes. Est-ce que c'est vraiment le cas? Non, pas du tout. En fait, souvent, on cuit les jaunes, c'est si on laisse le sucre reposer sur le jaune. Ah, une grosse couche Voilà, de sucre. si tu prends tes jaunes, tu mets plein de sucre et t'attends, parce que tu pars préparer, je sais pas, tu testes ta farine, etc. Là, ce qui peut se passer, c'est que le sucre va pomper l'eau qui est dans les jaunes, et c'est une sorte de déshydratation. Et c'est vrai que souvent, on a abrégé en disant ça cuit. Mais en fait, ça ne cuit pas, évidemment. Et quand je fouette, les jaunes blanchissent, c'est simplement parce que j'intègre de l'air? Tu incorpores de l'air, Comme une tout à fait. émulsion, quoi. Très bien. Ouais. Mes 400 g de mascarpone, je vais les intégrer aussi. Alors, dans la ville où aurait été inventé le tiramisu, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, c'est un dessert du XXe siècle, à Trévise, au restaurant Les Becquerilliers, soi-disant, il faisait un tiramisu à l'origine assez consistant, puisqu'on y mettait bien sûr du mascarpone, des biscuits à la cuillère, mais uniquement les jaunes d'œufs, pas les blancs. Et donc, nous, on a rajouté les blancs, mais on a aussi rajouté de la crème fouettée, ce qui contribue à alléger quand même un peu le dessert. Alors, moi, j'ai mis ma cuve au frais parce que j'ai l'impression que ça monte mieux quand la cuve est bien froide et la crème, bien sûr, est froide aussi. Le fouet, le bol, enfin, tu peux tout mettre. Tu peux pas t'embêter, regarde, pendant ta préparation, mais tu vois, dis donc, ils sont beaux, magnifiques. Tu as la petite ils croûte. sont croûtés, ouais. Et Ils sont superbes. dessous, ils seront moelleux. Superbe. Donc ça, c'est vraiment du biscuit cuillère. Allez, je vais commencer à monter ma crème. Pourquoi d'ailleurs ça monte mieux quand c'est froid? C'est comme tu as beaucoup de matière grasse dans la crème, ça va durcir, ça va ce qu'on appelle cristalliser. Et comme tu sais bien, plus ça va être froid, plus les cristaux vont se faire facilement. Et donc ça va piéger les bulles d'air. Et c'est ça qui fait que ça devient une chantilly, une crème montée. C'est pour ça que ça ne monte pas quand c'est chaud. Alors, notre crème montée... Elle est prête. Alors, on y va. On va intégrer la crème au mascarpone. Allez-y, chef. Allez, on y va. Et contrairement aux idées reçues, comme nous l'a conseillé Thierry, j'ajoute mon sucre au blanc d'œuf avant de les monter. Quant à notre chef, il me prête main forte en découpant nos biscuits ronds à l'emporte-pièce. Voilà, ils sont bons. Les blancs montés, je les incorpore au reste de l'appareil. On est bon là, faut pas trop la travailler non plus. C'est beau la texture. Non, change plus, là, c'est superbe. Bon. Et on va tremper nos biscuits, il ne faut pas le détremper. Oui, surtout qu'il est très frais. Donc plus il est frais, plus il absorbe. Plus il absorbe. Hop, hop, ça suffit. Voilà. Regarde ce que ça va être beau ça. Voilà, comme ça, on va mettre les petites fraises. Voilà. Et on va remettre un petit peu de crème. Et basta, hein. Alors là, hop, mais tu as raison, c'est important d'étaler. Moi, je les fais toujours la veille. Parce que Oui, ça c'est meilleur aussi. Voilà, il faut un certain... Donc un équilibre avec le biscuit. Absolument, ça crée une osmose. Et puis la crème va se solidifier, se densifier. Mais si on n'a pas le temps, on peut le passer légèrement au congélateur. Alors évidemment, là, on le fait à l'assiette, comme on dit, parce qu'on fait les choses joliment. Mais on peut très bien le dresser dans un grand plat, c'est plus familial, c'est plus facile et plus rapide. Figurez-vous qu'il en est une qui fait une cuisine familiale. C'est Marie, elle est en région parisienne et elle fabrique des objets en biscuits. Elle nous a d'ailleurs apporté, parce qu'elle va nous rejoindre tout à l'heure pour goûter notre tiramisu, une maison en biscuits. Vous allez voir, je pense que ça ferait rêver même Hansel et Gretel. Ouais. Nouveau détour, je vous embarque du côté des Yvelines en région parisienne pour y retrouver Marie Crémonès dans sa cuisine. Si la jeune maman n'a pas fait de la pâtisserie son métier, elle a gardé ses rêves et une créativité d'enfant qu'elle exprime régulièrement dans la pâtisserie. Démonstration avec cette incroyable maison en biscuits qui ne nécessite pas moins de 5 pâtes différentes. Alors nous allons commencer par préparer le sablé aux épices pour la structure de la maison. Pour cela, Marie mélange tous les éléments secs, farine, sucre, fleur de sel, 4 épices, grains de vanille et une pointe de levure. Le sablage fini, Marie ajoute un œuf entier plus un jaune et une cuillère d'arôme de fleur d'oranger.
Faut veiller à ne plus avoir de gros morceaux de beurre parce que sinon, pendant la cuisson, le beurre va fondre et ça va faire des trous dans la structure. Si elle a choisi cette recette assez simple de sablé, ce n'est pas par hasard. La pâte de la structure et des fenêtres de la maison prête, elle doit encore reposer au frais pendant 2 heures. Donc là, je vais préparer les palmiers pour la décoration de la maison. Marie a préparé de la pâte feuilletée à l'avance qu'elle abaisse et enduit généreusement de sucre en poudre avant de lui donner sa forme caractéristique. Et donc là, je vais donc venir replier une première fois jusqu'au milieu. Je retourne, je fais pareil de l'autre côté. Hop, et je replie. Les 2 parties sur elles-mêmes. Pour finaliser les palmiers, Marie tronçonne le tout. Un demi-centimètre, c'est parfait. Et les saupoudres de sucre. Et après, je vais les retourner et les laisser cuire 3-4 minutes pour que ce soit bien caramélisé des 2 côtés. Notre pâtissière s'attaque maintenant au volet, des gaufrettes du Nord confectionnées avec du beurre noisette, sa petite touche personnelle, qu'elle verse sur un mélange de vergeoise blonde, de farine et de vanille. Elle incorpore ensuite 20 g d'œufs et une lichette de rhum. Donc là, il faut faire très attention, elles sont extrêmement fragiles, elles sont très molles. Et ensuite, il faut les découper. Et là, il faut aller vite aussi, parce que ça durcit très vite et après, ça casse. Donc là, j'ai préparé des langues de chat pour réaliser les tuiles de la toiture de la maison en biscuit. Cette fois, c'est dans le robot que cela se passe. Marie mélange du sucre glace et du beurre pommade, puis ajoute de la vanille et des blancs d'œufs, et finit par la farine. Lorsque la pâte est souple et bien homogène, elle la place directement dans une poche à douille qu'elle réserve au frais pour la faire durcir. Une astuce qui permet de donner une forme régulière au boudin, et après 3 minutes à 180 degrés, aux langues de chat. Toute la décoration est prête, mais c'est loin d'être fini. Pour confectionner la structure de la maison, Marie cède de gabarit. Là, à partir de cette étape, il faut penser 50% pâtissier, 50% architecture. Marie, qui a décidément de nombreux talents et une patience infinie, découpe donc soigneusement tous les éléments de la maison dans la pâte sablée abaissée à 4 mm. Pas trop fin, sinon ce sera trop fragile, et trop épais, ce sera compliqué pour les dents à la dégustation. Donc là, je vais mettre au repos. Le repos en pâtisserie, c'est la règle d'or. Après 20 minutes de repos, chaque pièce est encore dorée au jaune d'œuf, puis enfournée à 180 degrés pour 20 minutes de cuisson. Une fois que toute la structure sablée est cuite et refroidie, Marie prépare sa colle, à savoir du caramel, en faisant fondre du sucre à sec dans une poêle. Allez, c'est parti pour la construction qui requiert un sacré tour de main, vous allez voir. Donc, je prends le pignon, je vais le tremper, hop, et je le positionne. Ça, je le colle à la structure. Je prends un mur. Je le colle sur la largeur. Et je viens... Voilà. Hop, j'appuie un petit peu, mais pas trop, parce que sinon ça va casser. Là, il faut être extrêmement rapide et précis. Le caramel, ça se joue à quelques secondes. Ça durcit très vite. Et si on colle pas au bon endroit tout de suite... eh bien, une fois que c'est collé, une fois que c'est soudé, on ne peut plus le défaire. Donc ensuite, je vais mettre le deuxième pignon, mais je vais assurer mes arrières. Voilà. Et donc maintenant, pour plus de sécurité, nous allons installer des petits renforts à l'intérieur de la maison pour tenir les parois. Là, on a une maison avec des fondations solides, on peut passer à la charpente. On va refaire du caramel. Une deuxième tournée de caramel, indispensable pour cette nouvelle étape, elle aussi très technique. Marie soude le premier pan de la toiture, puis elle pose le deuxième. Ouf, cette fois-ci ça tient. Notre maçonne reste zen et colle l'avancée du toit. Elle peut à présent s'attaquer à la toiture, confectionnée avec les langues de chat qu'elle a pris soin de tremper en partie dans du chocolat noir fondu. J'ai rempli un cornet avec du glaçage royal, blanc d'œuf, sucre glace. C'est une très bonne colle pour les petits éléments. Donc je dépose un point sur la langue de chat que je viens à poser sur la toiture. Marie couvre ainsi le toit en alternant tuiles au chocolat et tuiles nature pour un effet plus graphique. Il ne faut pas moins de 150 langues de chat au total. La structure principale est terminée. Bon,
va passer aux finitions de décoration avec les petits palmiers et les petites fenêtres. Après les cœurs, les fenêtres avec leurs volets, bien sûr. Toute la pâte à gaufrettes pour ce morceau-là. Mais voilà, tout est dans le détail. Voilà, monsieur sort pour accueillir les invités, madame est déjà dehors. Il manque plus que la touche finale. La neige. C'est du travail, mais je suis contente. Alors, faire une maison comme ça, c'est un défi. Un sacré défi de 9 heures au total, relevé avec brio. Merci Marie. Et là voilà la maison de Marie. Impressionnant, hein? C'est bon. Ah ouais, très beau. Moi j'étais en train de torréfier quelques amandes. On a monté nos tiramisu. On fait quoi comme déco, chef? Des petites fraises en On va longueur? faire des petites fraises, Tiens, tu me les as braquées, veux je crois, celles-ci? non? Ouais, je te les ai braquées, on peut le dire. Mais je te les romps. Tu vois, je suis bonne fille. Ah ouais. Et si on se mettait un peu de basilic? Tu vois, une Ouais, herbe oui. qui Si tu peux avoir des appropriée, petites mais pointes de basilic, ce serait très bien. oui, j'ai même des petites feuilles, exactement. Je vais les chercher. Alors, quelques petites feuilles de basilic. Parfait, là. Et voilà, chef. Ah, merci. Votre Merci, petit merci, basilic. merci. Fragile et délicat. Alors, nos amandes. En fait, ce qu'on veut, c'est qu'elles restent croustillantes. Donc, il y a une petite astuce, vieux truc de pâtissier, c'est de monter un blanc d'œuf, battre un blanc d'œuf tout simplement, avec un tout petit peu de sucre. Ouais. Tu le mélanges bien à tes amandes et tu mets à sécher au four. Mais une fois torréfié. Une fois torréfiées, légèrement torréfiées, tu vois, elles vont D'accord. continuer à redorer au four. Et blanc d'œuf, Ça un va petit peu de les sucre. isoler, en fait. Ça va Voilà, faire ça va comme les une sorte de protéger, pellicule. et comme tu viens de le dire, ça va les isoler Ouais. et elles vont rester croustillantes longtemps. Ah, d'accord. Surtout que toi, tu veux les poser sur ton Mais oui, tiramisu, sur une crème. qui est très très Ça va les humide. détremper. Et Ah, c'est une bonne pas bête, astuce, ça. surtout que tu peux le faire 2-3 jours à l'avance et ça Tu tiendra. peux les conserver. Astuce Ouais. de pâtissier. Donc, pas monter en neige, hein, juste un peu battu, un peu cassé, quoi. Cassé, tu mélanges, Voilà. elles sont bien torréfiées. Ça va tu pas les cherches ramollir, une- tiens, c'est marrant. Non. Alors ça va les ramollir au début, voilà. D'accord, Parfait, là tu les enrobes bien. rapidement. Ton four est préchauffé, tu les mets sur une Ouais. plaque et tu Et vas tout voir, c'est bêtement. très efficace. Ah, génial, et quoi, Et elles pendant vont- 10 minutes, quoi c'est- Oui, 10 minutes, Quelque elles vont chose prendre un comme peu de couleur. Et voilà. Alors maintenant, je vous emmène à Carmaux, les garçons. Oh, entre super. l'Aveyron, le Tarn et le Lot. Oui. Pas mal là-bas. C'est plutôt joli. Et à Carmaux, on fait un biscuit, qui est un peu le biscuit originel, qui est un biscuit composé uniquement de farine et de grains d'anis, qui s'appelle l'échaudé. Donc vous l'aurez deviné, il est cuit à l'eau avant d'être cuit au four, un peu comme le bagel américain d'ailleurs. C'est dans le Tarn, à une vingtaine de kilomètres au nord d'Albi, que nous faisons escale cette fois-ci, dans la ville qui a élu député Jean Jaurès à la fin du 19e siècle, Carmaux. C'est sur le marché que Véronique Desmier m'a donné rendez-vous pour parler d'un gâteau triangulaire à l'anis qui doit son nom à sa première cuisson dans l'eau bouillante. Ça remonterait au Moyen-Âge, sous Saint-Louis, soi-disant qu'il en aurait tout le temps avec lui. Quand ils ont ramené des graines, comme ils ramenaient des tissus de voyage, et quelqu'un aurait eu l'idée, dans de la pâte à pain, de rajouter des graines d'anis pour le parfumer et de le cuire dans l'eau pour pouvoir le conserver. Et voilà, et c'est resté ici à cause des champs d'anis qu'il y avait du côté de Cordes. Aujourd'hui encore, les Carmozins et leurs voisins restent friands de ce gros biscuit sec que la biscuiterie Desmier est la seule à produire de façon artisanale. Cela, c'est pour les manger à la pièce, comme un croissant ailleurs. Je laisse Véronique et sa famille travailler sur le marché pour mieux les retrouver quelques heures plus tard à quelques pas de là dans la biscuiterie fondée en 1923 par le grand-père de Rémi. Marie et sa maman s'apprêtent à lancer une fournée des fameux échaudés. La recette n'a pas changé depuis le Moyen-Âge, de la farine, du sel et de l'anis, aujourd'hui importés de Syrie, d'Égypte ou de Turquie. On va mélanger tous les ingrédients dans le pétrin, différent de celui des boulangers, parce qu'à la place d'avoir les pales qui tournent, c'est la cuve qui va tourner autour des travailleurs. Ce pétrin est fait pour de la pâte dure. On va rajouter la levure. Alors on met de la levure dans les échaudés, ce n'est pas pour faire gonfler le biscuit, c'est uniquement parce que l'échaudé, on va le jeter dans l'eau, donc il faut qu'il puisse remonter. Si on ne met pas de levure, l'échaudé ne remontera pas. Le principe, c'était de le cuire dans l'eau et de le cuire au four pour qu'une fois qu'il soit dur,
il puisse se conserver aussi longtemps qu'on a envie. Et une fois que c'est dur, on peut le conserver des années. Il ne risque rien, il n'y a pas de matière grasse, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de lait, ça ne risque absolument rien. On rajoute un peu d'eau pour faire prendre la pâte. La pâte obtenue est pressée dans cet ancien pressoir à jambon ingénieusement détourné. Le bloc d'une dizaine de kilos est ensuite découpé à la main en lanières. Des lanières que Véronique et Marie pèsent, puis aplatissent à l'aide d'un laminoir à amandes. Dernière étape avant la cuisson qui demande un certain doigté, le pliage. Par semaine, on fait à peu près entre 200 et 300 kilos d'échaudés. On plie d'abord un côté, on plie l'autre, on le remonte, on serre les pointes et dans la main, on a un petit instrument, ce cabillou, sert à serrer les 3 morceaux ensemble pour éviter que quand on va les jeter dans l'eau, ils s'ouvrent et ils ne soient pas jolis. Alors il ne faut pas les laisser trop longtemps parce qu'ils vont se noyer, après on ne pourra plus les cuire au four. Et si on ne les laisse pas assez longtemps, après ils seront tout mous et on ne pourra pas les conserver. Nous, ici à Carmont, les mineurs le mettaient au fond de la mine et ils pouvaient les laisser au fond de la mine. Et quand ils allaient boire un verre de vin, ils mettaient un échaudé à tremper dans le gobelet de vin. On les pose sur les grillages pour les faire sécher. Les échaudés sont ensuite répartis sur des plaques pour leur deuxième cuisson, dans un four en briques chauffé à la flamme. Et c'est Marie, la 5e génération de la biscuiterie, qui est à la manœuvre. Au terme de 15 à 20 minutes de cuisson, tout dépend du temps à l'extérieur, m'explique Véronique, les échaudés sont prêts. Ils sont cuits et si on écoute bien... Quand on les sort du four, on est les seuls à les entendre chanter. Une douce mélodie que nous nous apprêtons à savourer. Et les voilà les échaudés. Alors effectivement, j'étais pas loin avec mon bagel. Parce qu'il n'y a pas de sucre. Non. On appelle ça biscuit, mais uniquement lié à la cuisson, la double Biscuit, cuisson. voilà, c'est une première cuisson à l'eau, une deuxième cuisson au four. Car si on en avait cuit qu'au four, ce serait dur, Alors il faudrait sec. cuire très longtemps, je pense, au four. C'est ça Bien sûr. l'intérêt. Ouais, c'est amusant. Alors on retourne à l'origine du biscuit, hein, vraiment. Oui, et puis c'était surtout des biscuits de voyage. Ouais. Allez, on va ouvrir. Bon, on est 8 aujourd'hui, hein, il y a des enfants. Bonjour, bonjour. Salut les enfants, là, là. En effet, Marie, notre patiente cuisinière aux mains de fée, qui prépare un CAP en pâtisserie rien que ça, est venue accompagnée de son fils Clément et de ses amis Lily et Com. Rentrez, rentrez. Bonjour Marie. Bonjour. Et salut Kevin. Et Kevin Burnouf, biscuitier passionné installé dans le Cotentin, a également fait le voyage. Voilà, vous avez vu ces biscuits, ils sont rigolos, tu peux les mettre sur ton doigt. T'as essayé? Et voilà. Oh non, non, t'as un grand doigt. Et vas-y le deuxième. Bon, tu vas tous les manger, hein. Les enfants, est-ce que vous avez déjà goûté un tiramisu aux fraises? Non. Jamais. Et ben voilà. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli, hein? Ça me donne envie que maman en fasse tous les jours. C'est un dessert italien. Alors, il y a de la crème, des biscuits à la cuillère. Ça, c'est quelque chose que vous faites chez vous, à la maison du biscuit? Mon grand-père faisait des biscuits cuillères, il était spécialisé là-dedans. lui. Parce que chez les Burnouf, on est pâtissier depuis 1903. 1903. Et je peux te dire que cette maison du biscuit, c'est vraiment une maison féerique. Il y a une décoration qui vous transporte dans le monde de l'enfance et de la gourmandise. C'est ça, oui. Les gens, quand ils rentrent dans notre magasin, il faut qu'ils laissent leur valise pleine de problèmes à l'entrée et ils les reprennent surtout pas en sortant. Combien avez-vous de gens qui poussent votre porte par an? Combien de visites? Nous, on reçoit 490 000 personnes par an. Ah, quand même, pas mal, hein? Non. 500 000 personnes par an, Et dans un village de 300 habitants. Oui, donc, c'est surtout ça, voilà. On est dans un tout petit bled. C'est surtout ça. On est entouré de champs avec des vaches, etc. Bien sûr, comme s'imaginent les gens, comme on voit d'ailleurs à la télé dans les publicités. Et il n'y aurait même pas la place à une épicerie de campagne chez nous. Et ben nous, on est quand même là. Hop. Et alors, Marie, comment ça t'est venu de te mettre à réaliser des œuvres, une architecture biscuitière? En fait, je fais régulièrement plutôt à Noël et plutôt en pain d'épices. Et à l'intérieur, je cache mon foie gras. Voilà. Ah, joli. C'est plutôt comme ça que je fais les maisons d'habitude. Tu sers ton foie gras comme ça? Oui. C'est une bonne idée. J'ouvre les fenêtres. Tenez les enfants. Alors, qu'est-ce que vous pensez du tiramisu à la fraise? Oui, c'est super bon. C'est trop bon? Ah là, ça va. Très bon. Ouais. Et Clément, est-ce que toi, tu cuisines un peu avec maman? Bah oui, des fois.
Qu'est-ce que c'est quoi ta spécialité, ton biscuit préféré? Mon biscuit préféré, c'est les palmiers. C'est quoi, les palmiers? Ah, il y en a sur la maison de maman, j'ai vu. C'est ceux de maman les meilleurs. Non, forcément. C'est celui de maman? Les meilleurs. Ah bah ouais, c'est mignon. Oh là là, j'adore. Bah ouais, mais il a raison. Alors du coup, qu'est-ce que t'en penses, Kevin, de ce petit tiramisu? Moi, je le trouve excellent. C'est vrai? Excellent, excellent. C'est vrai que... C'est frais, c'est pas trop sucré, c'est vraiment très très bon. Thierry, qu'est-ce qu'on aurait pu faire comme dessert français à base de biscuits? Toi, tu nous as proposé une dacquoise. Il y a d'autres exemples? La charlotte aux pommes, c'est excellent. L'opéra, c'est un biscuit aussi au départ. C'est un biscuit Joconde, café très fort, glacé chocolat au fond du biscuit. On montait par étage, comme ça, couche fine de ganache, café, crème café, etc. Le fraisier. Il y a beaucoup finalement de Ouais, desserts à base de biscuits. Ah, dis donc, ça a l'air de plaire, hein, le tiramisu à la fraise. J'ai l'impression qu'on a un bon client là. Alors bah oui, c'est pas forcément facile à manger. Je vais vous filer la recette puisqu'apparemment je crois que Clément est assez fan. Oui. Eh ben on a vu que le biscuit met de la gaieté dans les cœurs, dans les assiettes, sur les visages et dans les régions, puisque comme on l'a dit, voilà, chaque région, chaque village a son biscuit. Vous devez être très fiers du vôtre, on a envie de le connaître, vous devez surtout avoir envie de découvrir ceux qui sont ailleurs. Alors voilà, voyager, c'est l'occasion, des voyages gourmands, d'aller rencontrer des gens comme Kevin qui travaillent voilà, avec autant d'engagement, autant de bonne volonté pour valoriser notre patrimoine. J'espère qu'on vous a donné plein d'idées aussi de recettes à base de biscuits, que vous avez envie de faire notre tiramisu. Faites-le vite tant que c'est la saison des fraises et soyez là pour la prochaine émission. Salut!